Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous avions consacré une émission il y a quelque temps au mérite ou action bienfaisante dans la tradition Theravada. Ce dimanche, nous vous proposons de développer ce thème dans la tradition Mahayana. Avec notre invité Gérard Pillet, nous allons définir ce que sont les mérites, comment ils sont la conséquence de nos actions, et puis nous verrons que contrairement aux idées reçues, l'important n'est pas d'accumuler les mérites, mais de s'en détacher en pratiquant zazen, sans but ni esprit de profit. Gérard Pillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine Zen Soto, disciple de Maître Deshimaru. Après avoir enseigné la philosophie, vous enseignez et diffusez la pratique du zen depuis de nombreuses années dans le dojo d'Annonay, c'est en Ardèche, mais aussi à travers l'association Kanjizai que vous avez fondée. Oui. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la pratique du zen. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le mérite ? Alors on peut dire que les mérites, c'est la conséquence d'une action bonne, la conséquence bonne ou mauvaise d'une action pour l'auteur de l'action. C'est ainsi qu'on peut parler de bons mérites et de mauvais mérites. D'ailleurs, même dans le langage courant, on a cette distinction entre les bons mérites et les mauvais mérites. Puisqu'on dit, par exemple, il a bien mérité le succès qu'il a eu, mais on peut dire aussi, ce qui lui arrive, il l'a bien mérité. C'est un sous-entendu. Dans un sens il n'avait qu'à poser d'autres actions et il aurait récolté d'autres conséquences meilleures. Donc, dans le bouddhisme, on considère en effet qu'il y a des bons mérites et des mauvais mérites. Alors qu'ils sont accumulés ? Qui s'accumulent, cette accumulation constituant ce qu'on appelle le karma. C'est-à-dire que le karma, c'est cet entrepôt de bons et de mauvais mérites qui s'actualisent soit à l'échelle d'une vie, soit dans le cours d'une succession de vies. Donc chacun d'entre nous a une espèce de banque de mérites. De bons et de mauvais mérites. De bons et de mauvais mérites. Plus il y a de bons mérites et plus les conséquences qui en résulteront seront bonnes pour leur auteur. En revanche, plus il y a de mauvais mérites et plus les épreuves risquent d'en être la conséquence. C'est ce qu'on appelle le karma. C'est ce qu'on appelle le karma. Alors Gérard Pillet, comment est-ce que dans la tradition du Mahayana s'articule le lien entre la pratique de la voie et les mérites ? Alors, sur la voie du Mahayana, on considère que l'accumulation de mérites n'est pas la perspective réelle de la pratique de la voie, que la perspective réelle de la pratique de la voie, c'est la libération de dukkha, la souffrance, le sentiment d'incomplétude, en réalisant l'éveil. Alors il y a un dialogue assez célèbre entre le moine Bodhidharma et puis un empereur, l'empereur de Chine, qui pensait avoir accumulé énormément de mérites, de bons mérites, et en réalité pas tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire, ce dialogue ? En fait, cette entrevue s'est passée peu de temps après l'arrivée en Chine de Bodhidharma, au VIe siècle de notre ère. Bodhidharma est reçu par l'empereur, sans doute parce que Bodhidharma était le fils d'un roi de Ceylan, sans doute ce qui lui a valu l'honneur d'être reçu par l'empereur. Et lors de cette entrevue, l'empereur lui dit « J'ai fait construire beaucoup de temples, j'ai beaucoup aidé les moines, j'ai fait traduire de multiples sutras, j'ai sans doute accumulé de nombreux bons mérites, n'est-ce pas ?» Et Bodhidharma de lui répondre « Aucun mérite ». L'empereur est évidemment stupéfait de la réponse de Bodhidharma.
Et on le saurait à moins, puisque si on prend la réponse de Bodhidharma au pied de la lettre, cela signifierait que Bodhidharma nie le principe du karma, ce qu'il ne fait pas, bien évidemment. L'empereur, surpris, lui demande « Mais pourquoi ?» Et la réponse de Bodhidharma nous éclaire. Je vais vous lire la réponse de Bodhidharma parce qu'elle est un peu longue et je veux la citer de façon très exacte. Donc, Bodhidharma il a dit à l'empereur « Ce ne sont là que des bénéfices très inférieurs qui vont permettre à leur auteur de renaître dans les cieux ou d'avoir une bonne renaissance sur cette terre. Mais ils portent encore la marque du monde et sont comme des ombres qui suivent les objets. Une action vraiment méritoire et remplie de pure sagesse. » Je vais faire un peu le commentaire une explication. De ce propos de Bodhidharma, de cette réponse de Bodhidharma à l'empereur. Il porte encore la marque du monde. La marque du monde, c'est-à-dire la marque du samsara. En d'autres termes, ils maintiennent celui qui s'attache à ses mérites dans le cycle des naissances et des morts, dans le cycle du samsara. Ils sont comme des ombres qui suivent des objets, c'est-à-dire ils sont teintés d'illusions. Ils sont encore teintés de l'illusion d'un moi séparé, l'illusion d'avoir un moi séparé qui peut accumuler des mérites à son profit. Alors que, en fait, on sait bien que fondamentalement, un ego séparé n'existe pas. Et que l'éveil, c'est précisément la réalisation qu'il n'existe rien de tel qu'un ego substantiel séparé des autres existences. On pourrait aussi, à ce sujet, pour filer un peu la métaphore prise par Bodhidharma, on pourrait prendre l'exemple de la carafe d'eau et de l'ombre de la carafe d'eau. Si quelqu'un a soif, ce n'est pas l'ombre de la carafe d'eau qui va lui permettre d'étancher sa soif. De même, ce n'est pas l'accumulation de mérites qui va permettre d'étancher cette soif fondamentale qui est induite par l'illusion d'avoir un ego substantiel séparé des autres existants. Parce que quand on est dans cette illusion d'être un moi séparé des autres existants, on se sent incomplet. Et de ce sentiment d'incomplétude vont naître de multiples désirs. Et ces désirs sont autant de tentatives de l'ego qui se croit séparé de se remplir, de parvenir au contentement. Mais ça ne marche pas, parce qu'un désir en entraîne un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. C'est ce que pointe Bodhidharma dans sa réponse à l'empereur. C'est-à-dire, il ne nie pas que l'empereur a certes accumulé des mérites, mais il dit à l'empereur, si vous vous attachez à ces mérites, vous allez encore continuer la roue de la transmigration, la roue du samsara, et vous entretiendrez encore un peu plus l'illusion d'un ego séparé. Alors comment se détacher justement de ces illusions ? Alors, la méthode que le Bouddha a lui-même pratiquée et qu'il nous encourage à pratiquer, c'est celle de l'assise silencieuse, ce qu'on appelle dans le zen zazen. Et effectivement, dans la tradition du zen soto, il est bien indiqué, il est bien recommandé qu'il doit s'agir d'un zazen mushotoku, selon l'expression japonaise, c'est-à-dire d'un zazen
pratiquée sans esprit de profit. Parce que seule la libération de l'esprit de profit permet au zazen d'acquérir toute son envergure, c'est-à-dire de faire de lui un facteur d'éveil. Sinon, si ce n'est pas un zazen mushotoku, c'est un zazen qui est sous la férule de l'ego, avec tout ce que l'ego peut générer comme illusion, etc. Alors, comment Maître Deshimaru, dont vous avez été le disciple, parlait-il des mérites acquis par Zazen? Il le faisait de façon très singulière, c'est-à-dire qu'il n'était pas rare qu'il nous fasse une liste, qu'il nous dresse une liste de tous les mérites que nous ouvre la pratique de Zazen. Par exemple, être en bonne santé, par exemple, avoir beaucoup d'énergie, par exemple, avoir un meilleur relationnel, par exemple, lutter contre le stress. Mais quand il avait fait toute cette liste de mérites, et ma liste n'est pas exhaustive, loin s'en faut, lorsqu'il avait fait toute cette liste de mérites, il nous disait « mais quoi qu'il en soit, ne vous y attachez pas ». Et c'est effectivement ça la clé. Ne vous y attachez pas, parce que si vous vous attachez à ces mérites, vous faites une pratique de la méditation qui n'est pas vraiment libératrice. Libératrice de dukkha, lequel dukkha, le sentiment d'incomplétude, vient de l'illusion d'un ego substantiel. Oui, parce qu'il y a une contradiction entre le fait de lister les mérites et puis de s'en détacher, en fait. Alors, en fait, ce n'est pas une contradiction. Cela pointe du doigt le fait que ce qui doit prévaloir dans l'approche des mérites, c'est l'attitude intérieure. L'attitude intérieure de non-attachement. Parce que ces mérites, ils existent bel et bien. Ce serait faire la politique de l'autruche que de considérer qu'il n'existe pas. Mais ce qu'il est important, c'est de voir la nature réelle de ces mérites. De voir que ces mérites ne sont pas, en fait, si on a une attitude d'appropriation vis-à-vis d'eux, de nature à nous apporter la vraie libération. Voir que, ainsi que le dit Bodhidharma, s'attacher à ces mérites, c'est comme s'attacher à des ombres, ou s'attacher à l'ombre de la carafe, en ayant l'impression qu'ainsi notre soif va être apaisée. Voilà. L'important n'est pas donc d'accumuler les mérites, mais de s'en détacher. C'est ça. Merci Gérard Pillet. Merci beaucoup. Pour terminer, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, Sagesse du cœur de notre invité Gérard Pillet chez Kanjizai. Comment vivre ses émotions en sachant les gérer. Le livre montre que si l'éducation du cœur est inexistante dans notre société, elle peut s'apprendre grâce aux enseignements du bouddhisme. S'étudier soi-même, également de Gérard Pillet, édition Kanjizai. Et puis Le Trésor du Zen de Maître Dogen, commenté par Maître Taizan Deshimaru, collection Spiritualité vivante chez Albin Michel. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission toute la semaine sur francetv.fr, le site vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un beau dimanche et une heureuse semaine. À bientôt.